Cloué au lit par la fièvre, mon mari m'a ordonné de nettoyer la maison en me jetant de l'eau glacée. J'ai souri et obéi à ma façon, j'ai vendu la maison et je suis parti sans laisser de traces. Un léger cliquetis résonna dans la pièce. Lorsque l'eau glacée frappa son visage, la première chose qu'Aurore perçut fut le bruit des glaçons heurtant les parois du verre. Une fraction de seconde plus tard, les filets d'eau gelée glissèrent sur son front, inondant ses yeux. Ils suivirent l'arête de son nez, les commissures de ses lèvres, et s'écoulant de son cou, commencèrent à former une flaque sur le parquet. Elle gisait sur le sol du salon. Elle portait encore le tablier taché qu'elle avait depuis l'aube, après avoir cuisiné sans relâche jusque tard dans la nuit du réveillon du Nouvel An. Elle avait haché les ingrédients pour la sauce au crabe, fait rôtir une énorme côte de bœuf et poêlé des coquilles Saint-Jacques enroulées de bacon jusqu'à en avoir le vertige. Chaque fois qu'elle inspirait, une douleur fulgurante lui transperçait la poitrine, comme si ses côtes étaient écrasées par une serviette lourde et humide. Sur l'écran du thermomètre digital, qui avait roulé près du pied du canapé, le nombre 39,1 clignotait en rouge vif. Son mari, Théodore, se tenait au-dessus d'elle, un verre vide à la main, ne montrant pas la moindre intention de l'aider à se relever. Au lieu de cela, il la fixait comme si elle était un chiffon sale jeté sur le sol coûteux, un pli profond d'agacement entre ses sourcils. Il marmonna avec irritation, lui disant d'arrêter son cinéma et affirmant que personne ne mourrait d'un simple rhume. Il exigea de savoir pour qui elle montait ce spectacle dramatique, alors que ses parents étaient en visite. Les cils mouillés d'Aurore tremblèrent. Elle tenta d'ouvrir la bouche, mais une toux grasse et rauque jaillit du plus profond de sa gorge. Derrière son sternum, un sifflement sec et métallique résonnait dans sa poitrine. Elle gratta les jointures du parquet avec ses ongles, totalement incapable de se lever. L'odeur épaisse de beurre frit et de graisse fondue flottait encore lourdement dans la cuisine sur mesure. La veille, elle avait passé des heures debout devant la plaque à induction sans une seule pause, préparant une série interminable d'amuse-gueules, de salades et de plats principaux. Sur le dos de sa main, 2 brûlures rouges dues à des éclaboussures de graisse chaude la lançaient douloureusement. Sa belle-mère, Yvonne, était assise à la table de la salle à manger, ne faisant aucun effort pour cacher sa suffisance alors qu'elle mettait les meilleurs morceaux de viande dorée dans des boîtes en plastique. Se plaignant à voix haute de la maladresse et de la lenteur exaspérante de sa belle-fille dans les tâches ménagères. Son beau-père, Henri, le visage rougi par l'armagnac coûteux qu'il avait bu à grandes goulées, ne prit même pas la peine de ramasser son verre sale lorsqu'il se leva lourdement de table. Pendant ce temps, Théodore riait bruyamment dans le salon, regardant un match à la télévision avec ses cousins. Quand l'un de ses proches fit remarquer la chance qu'il avait d'avoir une femme si travailleuse, il se contenta de ricaner et de répondre qu'en temps normal, elle ne levait pas le petit doigt à la maison. Alors, au moins pendant les fêtes, elle devait mériter son pain. Ces mots s'enfoncèrent dans la poitrine d'Aurore comme des poignards, la tourmentant toute la nuit. Mais ce qui l'avait vraiment anéanti, ce n'était pas le ressentiment. C'étaient les frissons violents, la fièvre qui montait en flèche et l'essoufflement suffocant. En rentrant dans son luxueux penthouse d'un immeuble exclusif du Marais, elle s'était effondrée au milieu du salon sans même enlever ses chaussures. Elle avait supplié Théodore de l'emmener aux urgences, mais il s'était contenté de fixer l'écran de son smartphone sans lever les yeux et répondait maintenant à ses supplications en lui jetant de l'eau glacée au visage. Dans l'entrée, les roulettes d'une valise commencèrent à cliqueter sur le carrelage en marbre. Yvonne sortit de la chambre d'amis, vêtue d'un manteau de marque flambant neuf, un foulard en soie aux couleurs vives négligemment noué autour du cou. Voyant la flaque sur le sol, elle plissa le nez de dégoût et la contourna, faisant remarquer que le parquet coûteux était maintenant trempé. Elle dit à son fils de laisser sa femme tranquille où il manquerait leur vol. Derrière elle, Henri sortit, transportant un sac en papier rempli de bouteilles d'alcool de première qualité, déclarant avec une indifférence absolue qu'il devait se dépêcher car il pourrait y avoir des embouteillages sur le périphérique en direction de Roissy. Aurore leva la tête, mais tout était flou devant ses yeux. Elle regarda Théodore glisser leurs pièces d'identité dans la poche intérieure de sa veste et saisir la poignée de sa valise. C'était exactement le même bagage de luxe qu'elle lui avait acheté avec sa prime d'entreprise annuelle, parce que juste avant son premier voyage d'affaires, il lui avait envoyé une photo pathétique de son sac de sport usé en la suppliant de lui en offrir un nouveau. Remuant à peine les lèvres, elle murmura une dernière fois le mot « hôpital ». Théodore s'arrêta, la toisa avec des yeux pleins d'un pur agacement et déclara que ses parents étaient venus à Paris spécialement pour les fêtes. Il avait décidé de leur offrir une escapade hivernale de luxe à Courchevel, et elle avait le culot de gâcher leur humeur avec ses caprices. Yvonne le soutint rapidement, qualifiant sa belle-fille de mesquine,
ajoutant qu'une vraie épouse laissait la maison impeccable après une fête avant même de penser à se reposer. Elle ricana que cette fille ne pouvait pas être choyée, car si c'était le cas, toute la famille finirait par danser à son rythme. Les doigts d'Aurore tremblèrent légèrement. Elle tenta d'attraper le bord du canapé, mais sa paume glissa sur le sol mouillé. Une douleur aiguë jaillit du fond de ses poumons. Elle se mordit la lèvre jusqu'au sang pour ne pas émettre le moindre son devant ses gens. Théodore claqua le verre vide sur la console de l'entrée, enjamba les jambes de sa femme d'un grand pas et changea de chaussure près de la porte. Son ton était glacial, comme s'il donnait un ordre à une domestique. Il lui ordonna de se lever immédiatement, de passer la serpillière et de faire briller tout l'appartement à leur retour. Il la menaça que s'il la trouvait dans cet état quand il ramènerait ses parents, ils auraient une conversation très brève et très laide. Aurore regarda son dos s'éloigner. Il fut un temps où elle croyait que dans un mariage, les gens se soutenaient, au moins dans la maladie. Elle connaissait sa froideur, mais au fond d'elle, elle avait nourri l'espoir stupide que son état pourrait éveiller ne serait-ce qu'une goutte de compassion en lui. Yvonne, déjà sur le seuil, se retourna et lui ordonna avec autorité de ranger tous les restes de nourriture dans le réfrigérateur pour qu'ils ne s'abîment pas avant leur retour. La serrure électronique bipa, et les pas des 3 personnes commencèrent à s'estomper dans le couloir. Quelques secondes plus tard, le rire joyeux de Théodore résonna du couloir alors qu'il se vantait d'accéder au salon de luxe de l'aéroport. La lourde porte claqua et le pêne se verrouilla, isolant le Penthouse du monde extérieur. Le silence tomba. Aurore gisait dans la flaque d'eau, fixant les plafonniers encastrés qui se brouillaient en un brouillard blanc dans sa vision. Elle n'avait même pas la force de pleurer ou de crier. Tendant son bras avec une lenteur angoissante, elle chercha à l'aveugle son téléphone sur la table d'appoint. L'écran s'alluma, mais le lecteur d'empreintes digitales échoua à cause de ses doigts mouillés. Après avoir essuyé sa main sur le bord de son tablier, elle réussit à déverrouiller l'appareil à la 3e tentative et composa le 15. Sa voix se brisa juste après avoir donné le numéro de l'appartement. L'opérateur lui dit de rester consciente et lui demanda s'il y avait de la famille dans la maison. Regardant l'entrée vide, Aurore répondit qu'il n'y avait personne. Quand les ambulanciers arrivèrent, elle brûlait déjà de fièvre dans son délire et ne se souvenait même pas combien de fois l'interphone avait sonné. Les secouristes entrèrent en tapant le code de l'immeuble qu'elle avait réussi à dicter au téléphone. Une jeune ambulancière s'agenouilla, toucha son front et, d'une voix alarmée, nota une fièvre dangereusement élevée et de très vilains crépitements dans ses poumons. Alors qu'il la sortait sur un brancard dans le couloir, Aurore remarqua le verre sur la console. Des perles de condensation glissaient sur ses parois, ressemblant aux empreintes que Théodore avait laissées derrière lui. Les lumières fluorescentes de la salle d'urgence lui piquaient les yeux. Une aiguille de perfusion fut insérée dans la veine du dos de sa main, et des fluides froids commencèrent à s'égoutter lentement dans sa circulation sanguine. Le médecin de garde, après avoir écouté ses poumons et fait des analyses, l'informa d'un ton calme mais terrifiant qu'elle avait une pneumonie aiguë sévère, et que si elle avait tardé ne serait-ce qu'une heure de plus à appeler à l'aide, les conséquences auraient été fatales. Il demanda où était sa famille, mais elle resta silencieuse. L'infirmière ajusta la perfusion et tira le rideau. Derrière le tissu, un autre patient toussait violemment tandis que les membres de sa famille appelaient frénétiquement les médecins, dans une panique qui lui rappela comment Théodore l'avait laissée pour morte sur le sol. Le contraste était amèrement comique. Aurore sortit son téléphone de son sac à main. Ses mouvements étaient maladroits à cause du ruban adhésif médical sur sa main. Sur l'écran, une notification de l'application de sa caméra de bord de voiture était affichée en bannière, indiquant une synchronisation réussie avec le cloud. Le SUV de luxe était techniquement au nom de Théodore, mais Aurore avait payé l'acompte conséquent en totalité, terrifiée à l'idée qu'il puisse prendre le volant après une de ses soirées arrosées. Elle avait installé le dernier modèle de caméra de bord avec une fonction d'enregistrement audio de l'habitacle, et l'application était liée à son compte personnel. Théodore était bien trop paresseux pour jamais vérifier comment cela fonctionnait. Elle voulait juste voir s'ils étaient arrivés à l'aéroport, alors elle lança la dernière vidéo sans écouteurs. La voix d'Yvonne explosa du haut-parleur. Sa belle-mère soutenait que son fils avait agi de manière absolument correcte. Les femmes têtues devaient être dressées, et s'il la laissait affamer dans un appartement vide pendant 3 jours, elle reviendrait en rampant à genoux et commencerait enfin à remplir ses devoirs conjugaux. Les doigts d'Aurore se figèrent sur la couverture de l'hôpital. Il y eut un bruissement, et Théodore, laissant échapper un petit rire, fut d'accord avec sa mère. Il se plaignit que sa femme se prenait pour quelqu'un de trop important ces derniers temps, qu'elle jouait les malades à la moindre occasion,
et qu'il devait imposer sa loi. Puis Yvonne commença à parler du Penthouse. Elle était indignée qu'une propriété de plusieurs millions d'euros dans le Marais soit enregistrée uniquement au nom de sa belle-fille. Selon sa logique tordue, s'ils étaient mariés, le bien immobilier appartenait à toute la famille. Yvonne était irritée qu'une femme dont les parents étaient morts possède un tel luxe pour elle toute seule et exigea que Théodore force immédiatement sa femme à ajouter son nom sur l'acte de propriété. Le silence tomba dans la voiture pendant quelques secondes, puis la voix de Théodore résonna aussi clairement que s'il se tenait juste à côté du lit d'hôpital d'Aurore. Il assura à sa mère qu'il mettrait absolument son nom sur l'acte bientôt, notant qu'une fois qu'Aurore tomberait enceinte et devrait prendre un congé maternité, elle serait complètement dépendante de lui financièrement et devrait obéir à tous ses ordres. À ce moment-là, Henri intervint, lui conseillant de ne pas se précipiter pour l'acte, mais de forcer d'abord sa belle-fille à vider ses économies pour ouvrir une franchise de salon de coiffure haut de gamme pour la sœur de Théodore. Théodore accepta. Yvonne menaça de renier Aurore de la famille si elle refusait, ricanant avec mépris en se rappelant que la jeune femme était entrée dans le mariage avec rien d'autre qu'un ensemble d'appareils de cuisine et qu'elle devrait être infiniment reconnaissante que Théodore l'ait même choisi. Le cliquetis d'un briquet résonna bruyamment. Henri se mit à fumer à l'intérieur même de la voiture de luxe. Théodore fut d'accord avec son père, soulignant que la plus grande peur de sa femme était d'être laissée sans famille. Donc, s'il lui mettait systématiquement la pression, elle leur donnerait jusqu'au dernier centime de son plein gré. Aurore appuya sur le bouton pause. Le moniteur médical à côté de son lit bipait rythmiquement. Les gouttes de médicaments descendaient dans le tube, mais la chaleur en elle fut soudainement remplacée par un froid sépulcral. Ce n'était pas l'effet des antipyrétiques, mais le vent glacial de la trahison qui la glaçait jusqu'aux os. Elle regarda sa main près du ruban adhésif. Un peu de sang avait reflué dans le tube de la perfusion. Sans retirer l'aiguille, elle enregistra discrètement l'enregistrement audio sur son cloud privé et le transféra à une adresse email secrète et sécurisée. Quand elle eut terminé, elle posa le téléphone et ferma les yeux. Elle avait acheté ce Penthouse du Marais en utilisant l'assurance vie laissée par ses parents après leur décès, combinée aux énormes primes d'entreprise qu'elle avait économisées pendant des années en tant que chef de projet senior. Le jour du virement final, elle se rendit seule chez le notaire. Le clerc de notaire lui avait demandé si elle attendait son mari, mais elle avait répondu qu'elle n'attendait personne à l'époque. Elle n'était même pas mariée. La recherche de titres, l'acte déposé au service de la publicité foncière et l'historique de ses virements bancaires prouvaient de manière irréfutable que la propriété avait été achetée avant le mariage, entièrement en espèces, sans le moindre prêt hypothécaire. Chaque centime était exclusivement son argent. Un bien propre absolu selon la loi. Quand ils se marièrent, la famille de Théodore ne lui offrit rien. Yvonne déclara que les jeunes d'aujourd'hui préféraient être pratiques, alors ils sauteraient les cadeaux de mariage traditionnels. Mais le jour où les appareils électroménagers haut de gamme furent livrés au nouvel appartement, la belle-mère caressa la porte du réfrigérateur américain haut de gamme devant les livreurs et proclama bruyamment que pour la propriétaire d'un bien aussi luxueux, elle aurait pu se permettre des modèles légèrement meilleurs. Aurore avait voulu mourir de honte à ce moment-là. Mais Théodore, sans lever les yeux de son téléphone, lui avait juste dit d'ignorer sa mère. Ce n'est que maintenant qu'elle comprenait que ce n'était pas que des mots. C'était le premier test de limite, une sonde pour voir jusqu'où il pourrait la saigner. L'infirmière entra pour changer la poche de perfusion et, remarquant son extrême pâleur, lui demanda si elle ressentait des douleurs thoraciques. Aurore secoua la tête et d'une voix rauque demanda à voir le médecin de garde car elle devait signer des papiers de sortie. L'infirmière protesta que la patiente n'était pas en état de sortir, mais Aurore, saisissant son téléphone, répondit fermement qu'elle avait des réunions d'entreprise urgentes à organiser. D'abord, elle appela son travail et demanda un congé maladie immédiat. Son patron, entendant sa voix éraillée, lui dit d'oublier les projets, d'envoyer l'arrêt de travail du médecin et de se concentrer entièrement sur sa guérison. Après avoir raccroché, elle parcourut ses contacts, trouva le numéro qu'elle cherchait et appuya sur appeler. À la troisième sonnerie, Vincent répondit. C'était un agent immobilier de luxe spécialisé dans les biens d'exception à Paris. Elle avait acheté le Penthouse par son intermédiaire, et son nom apparaissait fréquemment dans le groupe de discussion des résidents de l'immeuble. Entendant sa voix, Vincent fut surpris de l'heure tardive. Aurore, fixant le tube transparent de la perfusion, lui dit d'un ton incroyablement calme qu'elle mettait son appartement en vente. Le silence tomba sur la ligne. L'agent était abasourdi. Un plan parfait, les meilleures vues sur les toits.
Les prix de l'immobilier dans cet arrondissement ne faisaient que grimper en flèche. Pourquoi vendre un tel bien avec une telle urgence? Aurore le coupa, déclarant qu'elle n'allait pas attendre. Elle offrit une remise de 20% en dessous de la valeur marchande actuelle avec une condition non négociable. L'acheteur devait payer la totalité du montant instantanément en espèces ou par virement bancaire et signer l'acte de vente aussi rapidement que possible. Demain, si possible. Elle ne prendrait que ses effets personnels et se chargerait personnellement d'enlever les meubles et les appareils électroménagers. L'appartement serait vide et prêt à être habité. Vincent lui demanda sérieusement si elle réalisait qu'avec une telle remise, les acheteurs feraient la queue, mais que l'exigence d'un virement instantané était très restrictive. Aurore répondit qu'elle était parfaitement saine d'esprit, qu'elle lui enverrait par email les documents requis à l'instant même, et que le notaire et les avocats pourraient facilement tout organiser pour le lendemain. Elle promit de se présenter en personne pour signer l'acte. L'agent n'argumenta pas davantage et commença immédiatement à appeler son portefeuille d'acheteurs fortunés disposant de liquidités. Après avoir terminé l'appel, Aurore s'adossa à l'oreiller de l'hôpital. La douleur dans sa poitrine n'avait pas disparu, mais elle avait maintenant un plan d'action d'une clarté cristalline. Elle ouvrit son disque cloud et compressa le contrat d'achat original, les relevés bancaires et l'acte de propriété prouvant la propriété prénuptiale en un seul fichier zip. Elle n'appela pas Théodore. Demander à quelqu'un qui vous a déjà poignardé dans le dos pourquoi il l'a fait était inutile. Cela ne ferait que lui donner le temps de se préparer. Le matin, un appel de Vincent la réveilla. Il avait trouvé un acheteur, une famille avec une jeune fille qui louait dans le quartier depuis des années, attendant une opportunité exactement comme celle-ci. En entendant le prix, ils étaient prêts à virer la compte immédiatement. Leur seule condition était simple, visiter l'appartement cet après-midi, virer la totalité des fonds sur le compte séquestre du notaire avant le soir et signer les documents de clôture le lendemain. Aurore toussa en s'asseyant dans le lit. L'infirmière essaya de la repousser, mais Aurore l'arrêta d'une main levée et dit à l'agent immobilier que le calendrier était parfait. Le matin même, elle appellerait une entreprise de déménagement et viderait entièrement l'unité. Le médecin de garde refusa catégoriquement de la laisser sortir, alors elle signa une décharge contre avis médical, assumant l'entière responsabilité légale de ses actes. Elle avala les pilules prescrites, enfila son manteau et sortit dans la rue. Son visage était pâle comme du papier, mais ses pas étaient déterminés. Lorsqu'elle arriva à son immeuble de luxe, le concierge dans le hall remarqua son état et s'enquit de sa santé. Aurore l'informa qu'elle déménageait et qu'un camion de déménagement arriverait bientôt, nécessitant un accès au quai de chargement. Le concierge parut perplexe, mais l'enregistra dans le système. En montant dans l'ascenseur privé, elle regarda son reflet. Ses cheveux étaient en désordre, ses lèvres exsangues et ses yeux brûlaient d'une intensité fiévreuse. Elle remonta un peu plus haut son masque médical et ouvrit la porte. À l'intérieur du Penthouse, tout était exactement comme le trio l'avait laissé. La flaque sur le sol avait séché, laissant des taches d'eau opaque. Le foulard criard d'Yvonne était jeté sur le dossier du canapé. Le verre d'Armagnac à moitié vide d'Henri était posé sur la table basse. Les chaussons de Théodore étaient négligemment abandonnés dans l'entrée. Aurore enfila des gants jetables et commença à emballer. Ses effets personnels étaient minimes. Des documents importants, son ordinateur portable d'entreprise, quelques vêtements et un vieil album photo de ses parents. Tout tenait facilement dans une seule valise. Le reste de l'immense superficie était rempli d'appareils haut de gamme achetés avec son propre argent durement gagné et de montagnes de camelotes que la famille de Théodore avait traînées au fil des ans, agissant comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. À 10 heures précises, les déménageurs arrivèrent. Le chef d'équipe, Hugo, évalua immédiatement le volume et demanda si tout partait. Aurore lui tendit une liste préimprimée, le réfrigérateur haut de gamme, le lave-linge et le sèche-linge, les téléviseurs OLED, les purificateurs d'air haut de gamme, la table de salle à manger de designer et son matelas orthopédique. Tout cela devait être soigneusement emballé dans du papier bulle et conduit à un garde-meuble sécurisé qu'elle venait de louer. Elle lui montra une pile de reçus électroniques à son nom, prouvant qu'elle était la seule propriétaire légale de ces articles. Hugo hocha la tête et demanda ce qu'il devait faire du reste. Aurore désigna la chambre d'amis et la terrasse, déclarant que tout le reste était des ordures qui devaient être fourrées dans de grands sacs poubelles noirs ultra résistants. Elle leur donna pour instruction d'appeler un service d'enlèvement d'encombrants pour les meubles volumineux, promettant de donner un pourboire généreux à l'équipe pour le travail lourd et le trajet jusqu'à la décharge municipale. Il n'y eut plus de questions. L'appartement se remplit de bruit, le déchirement du ruban adhésif,
le vrombissement des perceuses électriques et le bourdonnement mourant du réfrigérateur en cours de débranchement. L'immense télévision dont Théodore aimait tant se vanter auprès de ses amis en jouant aux jeux vidéo fut décrochée du mur, laissant le papier peint immaculé à nu, comme si une fausse affiche avait été arrachée. Le foulard d'Yvonne alla directement dans un grand sac noir. Les assiettes sales et le verre d'Armagnac suivirent. Un des déménageurs sortit les costumes du dressing et demanda où ils allaient. Aurore regarda froidement les mélanges de polyester bon marché aux manches élimées. Il avait acheté l'un de ces costumes au début de leur mariage. Même s'il s'était plaint que c'était trop cher à l'époque, il se vantait auprès de sa mère de la bonne affaire qu'il avait faite sur un portant de solde. Elle ordonna que tout soit jeté à la poubelle. Le déménageur se figea une seconde, mais n'argumenta pas. Dans les sacs noirs allèrent les chemises de Théodore, ses cravates ridicules, ses baskets de sport malodorantes et ses bouteilles à moitié vides d'eau de Cologne bon marché. Chaque fois qu'il fermait un sac, le plastique épais crissait bruyamment. Aurore sortit son téléphone et photographia méthodiquement tous les sacs poubelles et le processus de chargement. Elle ne le faisait pas par sentimentalité. C'était l'alibi légal parfait au cas où sa famille aurait la brillante idée de déposer une plainte pour vol de biens personnels. À midi, les acheteurs arrivèrent. La jeune femme tenait la main de sa fille et semblait un peu mal à l'aise en voyant le Penthouse vide en plein déménagement. Vincent expliqua rapidement que la vendeuse libérait les lieux le jour même, donc la remise des clés serait immédiate. Le mari de l'acheteuse regarda avec admiration les baies vitrées et la vue sur les toits de Paris. Incapable de cacher son sourire, il demanda à nouveau s'ils allaient vraiment signer le contrat à ce prix. Aurore, debout dans l'entrée, répondit d'une voix claire que le titre de propriété de l'appartement était absolument irréprochable, libre de toute charge ou hypothèque, et que personne d'autre n'y résidait. La condition principale était de signer les papiers avant le soir et de virer les fonds sur le compte séquestre du notaire. Le lendemain matin, dès que le service de la publicité foncière confirmerait le transfert de l'acte, il pourrait changer les serrures et emménager. La femme de l'acheteur demanda prudemment si l'appartement avait des dommages structurels cachés, étant donné qu'Aurore s'en débarrassait si vite. Aurore, lui tendant les certificats de sol nuls pour les charges de copropriété et les impôts fonciers, répondit que l'unité était en parfait état. Elle était simplement physiquement incapable de rester dans un endroit où des gens qu'elle ne voulait plus jamais revoir avaient un jour marché. L'acheteuse la regarda dans les yeux, comprit immédiatement et ne posa plus de questions. Après avoir vérifié le rapport de titre confirmant qu'Aurore était la seule propriétaire, ils furent rassurés. Dans l'après-midi, Aurore, ayant avalé une autre dose d'antipyrétique, était assise dans une salle de conférence impeccable au cabinet de l'avocat immobilier. Vincent lisait les points du contrat. L'avocat de l'acheteur vérifia méticuleusement le statut juridique de la propriété et posa des questions sur sa situation matrimoniale. Aurore présenta tous les relevés bancaires prouvant que l'achat à 100% en espèces avait eu lieu avant le mariage. Elle souligna qu'il s'agissait d'un bien propre et que personne d'autre n'avait de droit légal dessus. L'avocat chargé de la clôture hocha la tête avec satisfaction. L'acheteur remit la confirmation du virement bancaire. Lorsque la somme colossale des fonds déposés apparut sur l'écran d'ordinateur de l'agent séquestre, Aurore laissa son regard s'attarder une seconde. C'était 20% en dessous de la valeur du marché, une perte énorme, mais elle ne ressentit pas une seule goutte de regret. Cette différence de prix était simplement les frais d'extermination d'urgence pour débarrasser sa vie des parasites. Vers 19h, le dernier camion de déménagement partit pour le garde-meubles. Aurore retourna au Penthouse vide. Ses pas résonnaient sur les murs nus. Il n'y avait ni canapé, ni matelas. Elle avait même emporté les ustensiles de cuisine coûteux. Les seules choses qui restaient sur les murs étaient de minuscules trous d'épingle des œuvres d'art, que les déménageurs avaient soigneusement rebouchés. Le parquet était polié, grâce aux fenêtres ouvertes, l'odeur du parfum bon marché d'Yvonne et la fumée de cigarettes s'étaient dissipées sans laisser de traces. Dans la cour derrière l'immeuble de luxe, une rangée nette de sacs noirs de 120 litres attendait. À côté d'eux gisait le vieux sac de sport élimé de Théodore avec une poignée déchirée. Le gardien de sécurité, faisant sa ronde, demanda timidement si elle déménageait pour de bon. Glissant les reçus d'enlèvement des déchets dans son sac à main de créateur, Aurore le confirma et lui demanda de mettre à jour la liste d'accès des résidents à partir du lendemain. Le gardien regarda la montagne de sacs poubelles, puis son visage pâle, et voulut demander quelque chose, mais hocha simplement la tête et lui souhaita un prompt rétablissement. Quand elle remonta par l'ascenseur, un serrurier engagé par les nouveaux propriétaires était déjà en train d'installer une serrure biométrique de pointe. L'ancien clavier avait été arraché,
et un nouveau carillon inconnu retentit. Une petite fille debout au centre du salon immense et vide, tira sur la manche de sa mère, demandant s'ils allaient vraiment vivre là. La mère rayonnait de bonheur. Aurore posa les 2 anciennes cartes magnétiques sur le comptoir de l'île de cuisine. Les codes d'accès étaient effacés, les clés remises. C'était entièrement leur maison maintenant. Les acheteurs la remercièrent du fond du cœur. Vincent la raccompagna jusqu'à l'ascenseur. Avant que les portes métalliques lisses ne se ferment, Aurore jeta un dernier regard à la porte d'entrée. L'étage et le numéro de l'unité étaient les mêmes, mais cet endroit n'avait plus rien à voir avec elle. En fait, cela n'avait jamais été un foyer partagé pour commencer. Sortant dans la rue, elle héla un taxi et donna l'adresse d'un hôtel de luxe 5 étoiles. Le chauffeur, remarquant son air maladif dans le rétroviseur, proposa d'augmenter le chauffage. Aurore refusa, appuya sa tête contre la vitre froide et ferma les yeux. Son téléphone se mit à vibrer sans cesse. C'étaient des photos de Théodore. Sur la première, Yvonne, portant des lunettes de soleil surdimensionnées, faisait le signe de la paix devant une montagne enneigée de Courchevel. Sur la deuxième, une assiette spectaculaire de queue de homard et de risotto à la truffe fumait dans un restaurant haut de gamme, accompagné d'un SMS de Théodore, maman est ravie. Le troisième message disait, si tu te sens mieux, nettoie la maison à fond. Mes parents auront besoin de se reposer du vol, alors ne pense même pas à rejouer la comédie de la malade. Aurore ne sourcilla même pas. Le taxi s'engagea sur une grande avenue. Les lumières de Paris la nuit défilaient derrière la fenêtre. Elle verrouilla l'écran et posa le téléphone face contre table. À la réception de l'hôtel, le concierge, remarquant sa toux profonde et rauque, lui offrit immédiatement un verre d'eau chaude avec du citron. Aurore le remercia, prit sa carte de chambre et monta dans sa suite. Un silence parfait régnait dans la pièce. Les draps crissaient de propreté. Elle sortit le projet d'accord de règlement de divorce de son sac et le posa sur le bureau. Ensuite, elle téléchargea tous les fichiers audio de la caméra de bord, les documents de clôture de l'immobilier, les relevés bancaires, les photos des sacs poubelles et les reçus des frais de décharge dans un dossier sécurisé partagé avec sa redoutable avocate spécialisée en divorce. Malgré son épuisement écrasant, elle tapa un email à son avocate, une spécialiste des dissolutions de mariage à fort enjeu. Nous lançons la procédure selon les termes que nous avons discutés. L'appartement est vendu et les fonds sont sécurisés sur mon compte privé. Elle joignit l'enregistrement audio prouvant l'intention préméditée de son mari de s'emparer de ses biens prénuptiaux et sa négligence flagrante à fournir une aide médicale. J'ai aussi besoin que vous enquêtiez sur une autre affaire. Mon mari a utilisé sa carte de crédit d'entreprise pour acheter des sacs à main de créateurs et des cosmétiques de luxe pour sa mère. 6 joint des copies de ses notes de frais, les reçus de vente et des captures d'écran des SMS de livraison à l'adresse et au numéro de téléphone de ma belle-mère. L'avocate répondit presque instantanément. Nous parlerons à la première heure demain matin. La priorité maintenant est que vous vous reposiez. Ne supprimez en aucun cas les fichiers originaux. Ce n'est qu'alors qu'Aurore se glissa dans le lit king size. Tandis que la couette moelleuse l'enveloppait, l'adrénaline disparut et ses poumons protestèrent par une douleur sourde et lourde. Elle fixa le plafond, écoutant le bourdonnement silencieux de la climatisation. Ici, il n'y avait pas de belle-mère exigeant d'être servie un festin sur le champ. Pas de mari se moquant de sa grave maladie, pas de beau-père faisant des sermons d'ivrogne sur les devoirs d'une épouse traditionnelle. Le matin, le virement électronique avait été effectué avec succès. Vincent lui envoya une notification par email indiquant que le service de la publicité foncière avait finalisé l'enregistrement du nouvel acte. Aurore ouvrit son application bancaire mobile, fixa la somme vertigineuse sur son compte, avala ses pilules avec de l'eau chaude et, d'une main ferme, signa électroniquement la demande de divorce. À ce moment précis, son avocate appela « Aurore, la demande de divorce est signifiée par huissier aujourd'hui à son domicile et à son bureau. Concernant la répartition des biens, nous pouvons légalement récupérer chaque euro qu'il a transféré de votre compte joint sous le couvert de dépenses ménagères qu'il a en fait détourné vers sa famille. Quant au détournement de fonds de l'entreprise, c'est une toute autre affaire. Êtes-vous absolument certaine de vouloir transmettre ces données à son employeur ? Il pourrait faire face à de graves accusations criminelles et sa carrière sera définitivement détruite. Aurore ouvrit son ordinateur portable. Depuis l'année dernière, Théodore lui avait refilé la tâche fastidieuse de remplir ses notes de frais d'entreprise, sachant qu'elle le faisait rapidement et avec précision. Il était convaincu qu'elle ne faisait que faire correspondre les chiffres sans lire les reçus détaillés.
Mais elle avait conservé une copie PDF de la note de frais où un sac à 3 000 € du bon marché avait été comptabilisé comme un cadeau de fin d'année pour un client VIP et où, sur le bon de livraison du transporteur, était écrit en noir et blanc le nom, l'adresse et le numéro de portable d'Yvonne. La facture du complexe de luxe 5 étoiles où il séjournait actuellement à Courchevel avait également été soumise comme frais de déplacement et de représentation pour un voyage d'affaires fictif. Aurore répondit à son avocate avec un calme glacial, « Nous n'allons pas le faire chanter avec ces documents. Vous enverrez les dossiers directement au service des ressources humaines et de la sécurité de son entreprise, de manière anonyme. Je veux qu'il fasse face à toutes les conséquences juridiques. » L'avocate, après une brève pause, accepta. Aurore porta la tasse de thé à ses lèvres. Quand il lui avait jeté de l'eau glacée alors qu'elle brûlait avec une fièvre de 39,1 degrés, il ne s'était pas soucié qu'elle aurait pu mourir d'un choc thermique ou d'une insuffisance respiratoire. Elle ne ressentait pas une seule goutte de pitié. Maintenant, son monde appuyait sur le bouton de réinitialisation. Mais avant de repartir de zéro, elle devait purger ce virus de son système d'exploitation de manière permanente. 3 jours plus tard, la famille de Théodore rentra à Paris. Il était tard dans la nuit. Yvonne portait 2 énormes sacs de courses remplis de souvenirs de Courchevel. Son foulard était maintenant d'un orange vif et criard. Henri traînait sa valise, se grattant le visage coup de soleil. Théodore marchait en avant, faisant tourner ses clés de voiture sur son doigt et se plaignant bruyamment des tarifs exorbitants du parking longue durée à Roissy. Yvonne claqua la langue et déclara qu'à la seconde où ils entreraient, ils forceraient leur belle-fille à leur cuisiner une soupe de poule maison, car la nourriture de restaurant copieuse lui avait détraqué l'estomac. Théodore laissa échapper un petit rire et dit que sa femme avait sûrement laissé l'endroit impeccable, étant donné les ordres clairs qu'il avait laissés avant leur vol. Dans le hall, la voisine du dessous monta dans l'ascenseur avec eux. Les voyant avec leurs bagages, elle leur lança un regard de côté très étrange et leur demanda s'ils étaient partis en vacances. Yvonne, avec un sourire arrogant, répondit que son merveilleux fils les avait emmenés pour une escapade de luxe à la montagne. La voisine lança un long regard dur à Théodore. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais se retint et se retourna. L'ascenseur sonna à leur étage. Théodore, fredonnant sous sa barbe, s'approcha de la porte et ouvrit le couvercle du clavier électronique. Il composa le code. La serrure émit un court bip d'erreur. Les doigts de Théodore se figèrent. Il fronça les sourcils et composa à nouveau le code. Un autre bip d'erreur. Le sourire suffisant disparut du visage d'Yvonne. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as oublié les chiffres ?» Théodore devint pâle et entra la combinaison une 3e fois. Le pène se mit à hurler une sirène perçante et aiguë. Une lumière rouge se mit à clignoter violemment. Henri laissa tomber sa valise avec un bruit sourd et grogna, « Cette ingrate a changé le code pour nous embêter. » Le sang monta instantanément au visage d'Yvonne. Poussant ses sacs de courses vers son mari, elle se jeta sur la lourde porte et commença à la marteler de ses poings. « Aurore, je sais que tu es là. Pour qui diable te prends-tu, espèce de misérable ingrate? Ouvre cette porte tout de suite. » Ses cris résonnèrent dans le couloir opulent. Le judas de la porte voisine s'assombrit. Théodore devint rouge de honte et essaya de retenir sa mère, sifflant que les riches voisins les regardaient. Mais Yvonne était purement enragée et se mit à donner des coups de pied dans la porte, hurlant que son fils travaillait d'arrache-pied pour payer ce pantouse et qu'Aurore osait laisser sa belle-mère dans le couloir. À ce moment, la serrure cliqua bruyamment et la porte s'entr'ouvrit. Théodore bomba instantanément le torse, se préparant à crier sur sa femme et à montrer aux voisins qui portaient la culotte dans cette maison. Mais derrière la porte se tenait un homme costaud d'une 40aine d'années en t-shirt gris uni et en pantalon de survêtement. Il avait un téléphone portable à la main et les fusillait du regard avec une irritation non dissimulée. « Je peux vous demander qui vous êtes, bon sang? C'est quoi ce cirque que vous faites ici ?» lança-t-il. La mâchoire d'Yvonne tomba. Théodore était paralysé. Par la porte entr'ouverte, il pouvait voir un salon complètement vide. Et exactement là où l'immense téléviseur à écran plat de Théodore était accroché, il y avait maintenant un tapis de jeu pour tout petit aux couleurs vives. Sur la terrasse, une paire de collants roses de petites filles séchait. En 3 jours, l'appartement était devenu complètement étranger. « Et vous, qui êtes-vous » La voix de Théodore se brisa en un fausset aigu. « C'est mon appartement. »« Où est Aurore ? Faites-la sortir tout de suite. » L'homme plissa les yeux d'un air menaçant et ouvrit la porte en grand.
Je suis le propriétaire de cet appartement. Nous l'avons acheté et nous avons emménagé hier. Si vous ne dégagez pas d'ici tout de suite, bande de tarés, j'appelle les flics pour tentative d'effraction. Yvonne explosa dans une crise d'hystérie absolue, essayant de forcer le passage à l'intérieur. Acheter? De quoi parlez-vous? C'est le pantouse de mon fils. Qui êtes-vous? Son amant? Fichez le camp. L'homme la repoussa durement par l'épaule. Ne me touchez pas, madame. Je vous fais tous embarquer au poste tout de suite. Yvonne se jeta sur le sol du couloir et se mit à hurler, exigeant que quelqu'un appelle la police nationale pour voir qui allait se faire passer les menottes. Hurlant qu'elle arracherait les cheveux d'Aurore jusqu'à la racine pour cette énorme arnaque. Les voisins du dessous étaient déjà montés par les escaliers de service pour écouter le scandale. Théodore réalisa enfin que quelque chose d'irréversible s'était produit. Avec des mains tremblantes, il sortit son iPhone et composa le numéro d'Aurore. Le premier appel tomba directement sur la messagerie vocale. À la deuxième tentative, une voix automatisée de l'opérateur l'informa que le numéro n'était plus en service. La sirène de la serrure s'était arrêtée, mais les hurlements d'Yvonne et la voix calme du nouveau propriétaire, dictant l'adresse au répartiteur du 17, avaient transformé le luxueux couloir en marché aux puces. 10 minutes plus tard, 2 agents de la police nationale sortirent de l'ascenseur. Ils dispersèrent immédiatement les voisins curieux. Le propriétaire de l'appartement leva la main. « C'est moi qui ai appelé. Ces gens martèlent ma porte, prétendant qu'ils vivent ici. » Théodore se précipita vers les policiers. « Agent, c'est un énorme malentendu. C'est l'appartement de ma femme. Nous venons de rentrer de vacances et nous avons trouvé ce squatteur ici. » Le policier regarda le propriétaire qui sortit calmement son téléphone pour montrer un PDF fraîchement téléchargé de l'acte de propriété du service de la publicité foncière, correspondant à son permis de conduire. Le transfert de propriété a été enregistré il y a 3 jours. Les fonds ont été versés au notaire. Les papiers sont signés et notariés. Ma famille et moi sommes déjà légalement domiciliés ici. Nous avons fait changer les serrures par un professionnel. L'agent examina les documents numériques et contacta le commissariat par radio pour vérifier le titre de propriété. Un silence de mort tomba sur le couloir. Henri tira brusquement sur la manche de sa femme, lui ordonnant de se taire, mais elle cracha que tous ces documents étaient des faux évidents. Théodore se tenait là, la bouche sèche. Dans son esprit défilait le jour de leur départ. Le regard mort et glacial d'Aurore alors qu'elle gisait, grelottante, dans la flaque d'eau. À l'époque, il pensait que ce n'était qu'un caprice dramatique, mais maintenant il réalisait que c'était son dernier avertissement. L'agent, après avoir terminé sa vérification radio, changea brusquement de ton. Les papiers sont en règle. Légalement, cette propriété n'appartient ni à votre femme, ni à vous. Si vous avez un litige sur les biens matrimoniaux, réglez-le devant le juge aux affaires familiales. Mais pour l'instant, vous troublez l'ordre public et tentez de vous introduire sur une propriété privée. Quittez les lieux immédiatement ou vous finirez tous au poste. Théodore devint blanc comme un linge. C'est impossible. Elle ne pouvait pas vendre sans ma signature. Nous sommes mariés. Le policier soupira d'épuisement. Le titre de propriété était uniquement à son nom en tant que bien propre. Si vous avez des plaintes, appelez vos avocats. Mais vous n'avez aucun droit ici. Allez-vous-en. En entendant cela, Yvonne se lança à nouveau en avant. Comment ça, nous n'avons aucun droit? Où sont les affaires de mon fils? Ses costumes de marque? Ses montres de luxe? Où sont nos affaires? Le nouveau propriétaire eut un sourire narquois. Madame, nous sommes entrés dans un appartement entièrement vide. Il ne restait pas un grain de poussière. Qui essayez-vous d'arnaquer? La voix de Théodore se transforma en un caquettement hystérique. Où est mon réfrigérateur? Où est ma télé? Le concierge de l'immeuble, qui était monté avec la police et se tenait près de l'ascenseur tout ce temps, s'avança et clarifia calmement, l'ancienne propriétaire a engagé une équipe de déménagement il y a 3 jours. Tous les meubles et appareils haut de gamme ont été enregistrés à la sortie et emmenés dans un garde-meubles. Le reste, de vieilles fripes, des baskets usées et quelques costumes brillants bon marché. Elle a ordonné aux déménageurs de les fourrer dans de grands sacs poubelles noirs et les a jetés à la benne, en payant le service de la voirie pour l'enlèvement des encombrants. Le cou d'Yvonne se tordit d'une manière anormale et terrifiante.
À la poubelle? Le concierge, ignorant complètement ses yeux exorbités, hocha la tête. Affirmatif. Elle a supervisé personnellement. Quelqu'un parmi les voisins cachés ne put se retenir et laissa échapper un grand rire, se cachant immédiatement derrière sa porte. Le visage de Théodore devint violet de rage pure. Il leva le poing vers le concierge. « Comment osez-vous la laisser jeter mes biens ?» Mais le gardien ne broncha même pas. « Ne me criez pas dessus. La propriétaire légale de l'unité l'a ordonné, et les déménageurs l'ont fait dans les règles de l'art. » Les policiers s'interposèrent. « Très bien, le spectacle est terminé. Prenez vos sacs et partez, ou je vous arrête tout de suite pour trouble à l'ordre public et refus d'obtempérer. » Le nouveau propriétaire, juste avant de claquer sa porte, lança un dernier regard à Théodore. « Si je revois votre visage à cet étage, je dépose une main courante. Réglez votre drame familial à l'extérieur. » La lourde porte claqua et le pen bipa, se verrouillant solidement. Théodore resta planté au milieu du couloir. Ses oreilles bourdonnaient. Avec des doigts tremblants, il composa à plusieurs reprises le numéro d'Aurore. À la 7e tentative, la sonnerie s'arrêta et l'appel fut connecté. En arrière-plan, une douce musique classique jouait et le léger tintement d'une cuillère en argent contre de la porcelaine pouvait être entendu. « Aurore » gronda Théodore entre ses dents. « Où diable es-tu? As-tu perdu la tête? Vendre l'appartement dans mon dos. » Aurore était assise près de la fenêtre de sa suite d'hôtel de luxe, regardant sa tisane à la camomille fumante. Elle ne le mit même pas sur haut-parleur, savourant purement la respiration paniquée et saccadée qui parvenait du récepteur. « J'ai nettoyé la maison à fond avant votre retour, comme tu l'as ordonné. La vente a été accélérée, et toutes les ordures dont vous avez rempli ma maison ont été transportées à la décharge municipale. C'est beaucoup plus propre comme ça. » Il n'y avait pas une once d'émotion dans sa voix. Théodore pouvait à peine respirer. « Tu es folle. Tu as jeté mes costumes de luxe à la poubelle. » Elle répondit avec une indifférence totale. Quelques haillons en polyester bon marché et des baskets qui empestaient tout le couloir. J'ai payé les frais de décharge. Si tu as un problème avec ça, va déposer une plainte à la déchetterie. Théodore perdit ce qui lui restait de raison et se mit à hurler au milieu du couloir. Reviens ici tout de suite. Mes parents sont à la rue. Tu essaies de nous rendre sans abri comme des clochards? Aurore regarda les douces ondulations dans son thé. Tes parents viennent d'essayer de défoncer la porte d'un étranger et se sont totalement ridiculisés devant la police nationale. Donc, vous avez réussi à ruiner votre propre réputation sans aucune aide de ma part. La voix stridente d'Yvonne hurla soudainement dans le téléphone. Espèce de vipère. Tu as vendu le pantouse dans lequel mon fils a mis tout son cœur et son âme. Tu nous ramènes cet argent tout de suite. Chaque centime. Aurore éloigna légèrement le téléphone de son oreille, attendit que les cris cessent et parla d'un ton glacial. Yvonne, j'ai acheté cette propriété entièrement en espèces avant le mariage. Votre fils n'y a pas contribué un seul centime, et vous non plus. Les papiers du divorce ont déjà été signifiés à votre domicile légal. Habituez-vous à garder vos distances. L'entendant utiliser une formalité juridique aussi froide, Yvonne s'étouffa. Théodore reprit le téléphone. Quel divorce? Arrête ces bêtises psychotiques. Renvire l'argent. Annule la vente et je ferai comme si ce petit caprice n'avait jamais eu lieu. Aurore reposa tranquillement sa tasse de thé sur sa soucoupe. La vente est conclue. Les nouveaux propriétaires ont déjà changé le code. Montre à nouveau ton visage là-bas et tu dormiras en garde à vue. Théodore tournait en rond dans le couloir, attrapant les regards moqueurs des voisins à travers les fentes de leurs portes. Pourquoi nous fais-tu ça? Pour une stupide dispute. Tu nous poignardes dans le dos? As-tu seulement un cœur? Aurore resta silencieuse. Devant ses yeux défilait son propre reflet, trempé d'eau glacée. La fièvre à 39,1. L'audio de la caméra de bord l'a laissée affamée pendant 3 jours. Elle n'avait aucune envie de donner de la confiture au cochon. J'ai pris ce qui m'appartenait, et j'ai trié et jeté les ordures, dit-elle sèchement. Signe les papiers du divorce. À partir de maintenant, toute communication passe par mon avocate. Elle raccrocha et bloqua le numéro. Une seconde plus tard, le numéro d'Yvonne apparut. Bloqué. Puis celui d'Henri. Bloqué.
Silence total. Seul dans le couloir vide, Théodore fixait stupidement l'écran noirci. Yvonne griffa sa manche. Théo, mon bébé, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Où allons-nous dormir? Demain matin, on engage un avocat requin et on la détruit au tribunal. Théodore hocha la tête convulsivement, croyant bêtement qu'en vertu de la loi, tout dans un mariage était partagé 50-50e. L'agent de police, qui attendait près des portes de l'ascenseur, les entendit et aboya, intentez tous les procès que vous voulez, mais vous quittez cet immeuble tout de suite. Le trio au complet, traînant leurs bagages de luxe comme des chiens battus, sortit pratiquement en courant dans la rue. Dans l'ascenseur, Yvonne crachait des injures, mais Théodore n'écoutait plus. Sur l'écran de son téléphone, un email urgent apparut du chef des ressources humaines de son entreprise. Théodore, vous êtes tenu de vous présenter au bureau de la sécurité de l'entreprise demain à 9h précises. Nous avons des questions très sérieuses concernant un détournement de fonds potentiel et une utilisation frauduleuse de la carte de crédit de l'entreprise. Sur la base d'un signalement anonyme avec une documentation complète. Une sueur froide parcourut son échine. Le lendemain matin, lorsque Théodore, pâle comme un fantôme, poussa la porte vitrée de la salle de conférence de l'entreprise, il réalisa que la vente de l'appartement n'était que le début. Assis autour de la table en acajou massif se trouvait le directeur des RH, le chef de la sécurité de l'entreprise et son vice-président direct. Au centre de la table se trouvait une enveloppe Kraft à son nom, et juste à côté, une copie de sa demande de divorce signifiée. Le directeur des RH commença sans ambages. Hier, nous avons reçu un dossier très détaillé. Utilisation non autorisée de la carte de crédit de l'entreprise à des fins personnelles et falsification de notes de frais. Théodore déglutit nerveusement. C'est une erreur. Ma femme essaie juste de me détruire à cause d'un divorce difficile. Tout est faux. Le chef de la sécurité jeta une pile de photos couleur imprimées sur la table. Décembre. Le bon marché. Un sac à main de créateur à 3 000 € comptabilisé comme cadeau de fin d'année pour un client VIP. Mais sur le bon de livraison, le destinataire est indiqué comme étant Yvonne, votre mère, ainsi que son numéro de portable personnel. Quelle est exactement la nature de notre partenariat commercial avec votre mère? Les lèvres de Théodore tremblèrent. Son vice-président, un homme qui protégeait obsessionnellement la réputation du département, le fusilla du regard avec un dégoût non dissimulé. La sécurité tourna la page. Février, des cosmétiques haut de gamme totalisant 2 000 €. La carte de fidélité utilisée lors du paiement est enregistrée au nom de votre mère. Et enfin, la facture d'un complexe de luxe 5 étoiles à Courchevel cette semaine même, soumise comme frais de représentation et de déplacement client. Donnez-moi les noms des clients potentiels que vous étiez censé divertir sur les pistes. Théodore tenta de balbutier une excuse, mais agrafé à chaque reçu se trouvaient des captures d'écran, des confirmations de livraison et des relevés bancaires de ses comptes personnels. C'était le prix de sa pure paresse. Chaque fois qu'il s'affalait sur le canapé avec sa PlayStation, jetant à Aurore des reçus froissés avec un dédaigneux « tu t'en occupes », elle avait méticuleusement compilé un dossier mortel sur lui. Elle n'était pas une idiote naïve. Elle avait simplement attendu le moment parfait pour porter le coup de grâce. Je peux tout expliquer, balbutia Théodore, mais son vice-président le coupa brutalement. Avez-vous la moindre idée à quel point vous avez compromis toute cette division? La direction nous met déjà la pression sur les réductions budgétaires et vous achetez des sacs de créateurs pour votre maman avec l'argent de la boîte. Je le rembourserai. Ma femme m'a piégé. Théodore débitait des absurdités pathétiques. Le chef de la sécurité sourit sarcastiquement. Donc, vous admettez le vol financier. Théodore ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. S'il niait, il devrait inventer des clients inexistants. S'il admettait, c'était un crime pur et simple. Abus de confiance, détournement de fonds. Les RH rendirent le verdict. Avec effet immédiat. Vous êtes suspendu sans solde. Rendez votre badge d'entreprise et votre ordinateur portable. Vous êtes officiellement licencié pour faute grave. Préparez-vous à rembourser chaque euro volé ou nous transmettons ce dossier complet au procureur de la République. Théodore fut escorté hors de la salle de conférence. Ses anciens collègues le regardèrent partir avec des regards humiliants. Le gardien de sécurité du hall jeta ses affaires de bureau personnel à un bloc-notes, un thermos et une vieille souris ergonomique dans une boîte en carton et le raccompagna jusqu'aux portes tournantes. Dans le reflet de la vitre,
Théodore vit sa propre image pathétique. Qu'était-il advenu du Parisien à succès qui se vantait des salons VIP de l'aéroport? Dans la chambre de motel miteuse au bord de la route, Yvonne lui sauta dessus à la seconde où il entra, lui tirant une rafale de questions sur l'avocat et le procès. Théodore laissa tomber la boîte en carton sur la moquette tachée. J'ai été viré. Le silence envahit la pièce. Henri arrêta de zapper sur la télévision remplie de parasites. Yvonne poussa un cri. Cette folle est allée à ton bureau. Théodore lui tendit la lettre de licenciement où les mots « faute grave »,« détournement de fonds » et « poursuite judiciaire » étaient imprimés en gras. Yvonne froissa le papier dans son poing. Elle a détruit ta carrière. Demain à la première heure, je vais à son bureau et je la sors par les cheveux. Théodore attrapa sa mère par les épaules. Maman, donne-moi ce sac du bon marché et les cosmétiques tout de suite. Nous devons les vendre sur Vinted ou le Bon Coin. Si je ne rembourse pas l'entreprise, je vais en prison. Yvonne recula comme s'il avait la peste. Tu es fou? C'est mon cadeau. Pourquoi devrais-je renoncer à mes affaires? Parce que je les ai achetées avec de l'argent volé à l'entreprise, hurla Théodore à plein poumon. Yvonne s'effondra sur le lit de motel Bon Marché et fondit en larmes, maudissant sa belle-fille, le monde injuste et son fils ingrat. Henri alluma nerveusement une cigarette et grogna, « Faites vos valises. On n'a pas le fric pour continuer à payer ce taudis. On prend le bus pour rentrer dans la Creuse, et ce foutu sac va chez un prêteur sur gage. » Yvonne pleurait de manière incontrôlable, violente, refusant de se séparer de ses luxes. En l'écoutant se lamenter, pour la première fois de sa vie, Théodore ne ressentit pas de pitié. Il ressentit une pure nausée. Autrefois, chaque fois qu'elle pleurait comme ça, Aurore sortait simplement sa carte de crédit et résolvait discrètement le problème. Maintenant, les pleurs ne réglaient absolument rien. Aurore avait proactivement déposé une plainte pour harcèlement et menaces, joignant tous les enregistrements audio de la caméra de bord, son dossier médical de l'hôpital et le rapport d'incident de la police nationale de l'altercation à l'appartement. Un juge lui avait accordé une ordonnance d'éloignement, chose assez rare dans les divorces civils standards, mais obtenue avec succès grâce à l'agressivité de ses avocats de haut vol. La notification légale fut signifiée à la famille de Théodore. Le lendemain, Aurore venait de terminer la présentation d'un énorme diaporama à un groupe d'investisseurs. Son patron la prit à part, lui demanda comment elle tenait le coup et lui offrit le reste de la semaine de congé. Elle sourit et répondit qu'elle allait parfaitement bien. À 15 heures, Yvonne apparut dans le hall de la tour d'entreprise ultra-exclusive de la Défense où travaillait Aurore. Portant le même manteau froissé et l'air complètement déséquilibré, elle tenta de forcer physiquement le passage à travers les portiques de sécurité, agitant un morceau de papier avec l'adresse dessus. La sécurité lui barra instantanément le chemin. « Je suis la belle-mère d'une de vos employées. Faites-la descendre tout de suite, hurla Yvonne. Le garde vérifia la liste d'accès restreint et lui demanda froidement de quitter les lieux. Yvonne jeta son sac de créateur sur le sol en marbre poli et piqua une énorme crise de nerfs humiliante, hurlant à plein poumon que sa belle-fille avait dépouillé son fils. Aurore sortit de l'ascenseur dans le hall. Escortée par le chef de la sécurité de l'immeuble, elle s'approcha des portiquets, d'une voix calme et mécanique, dit « Yvonne, vous êtes actuellement en violation d'une ordonnance d'éloignement de 100 mètres émise par un tribunal concernant mon lieu de travail. » Yvonne frappa des mains contre la barrière en plexiglas. « Au diable tes ordonnances! Tu as tout pris à mon fils. Rends-nous l'argent du Pentouze. Tu l'as trompé et tu nous as jetés à la rue. » Aurore n'éleva même pas la voix. Elle se tourna simplement vers la sécurité. « Appelez la police nationale. Violation d'une ordonnance de protection et trouble à l'ordre public. » Yvonne continua de crier, essayant de convaincre la foule de cadres fortunés qu'Aurore était une maîtresse de l'escroquerie. Puis, parlant fort et clairement pour que chaque personne dans le hall à l'acoustique résonante puisse entendre, Aurore déclara « Le Pentouze a été acheté par moi avant le mariage en utilisant mes propres fonds personnels. Votre fils n'a pas contribué un seul centime et il a été licencié hier parce qu'il a volé la carte de crédit de son entreprise pour vous acheter ce sac de créateur exact qui est par terre, là, le faisant frauduleusement passer pour un cadeau client. Si vous avez un problème avec ça, on se verra au tribunal. » Un silence de mort tomba sur le hall animé. Yvonne attrapa instinctivement le sac du sol et le serra contre sa poitrine, validant parfaitement l'accusation. La police nationale arriva quelques minutes plus tard, ignorant complètement les cris de la belle-mère qui se disait être une femme âgée et fragile.
Ils lui passèrent les menottes pour violation d'une ordonnance d'éloignement et trouble à l'ordre public. Aurore regarda en silence total tandis qu'il traînait Yvonne vers les portes tournantes, son sac de créateur claquant contre la vitre. Le directeur de projet s'approcha d'Aurore et demanda doucement, « Tout va bien ?» « Oui, j'ai juste quelques révisions budgétaires à finaliser, » répondit-elle, tournant les talons et retournant vers les ascenseurs. Quelques jours plus tard, Aurore et Théodore étaient assis l'un en face de l'autre dans l'élégante salle de conférence de son avocate pour négocier un accord à l'amiable. Théodore avait perdu du poids, arborait une barbe inégale et avait l'air absolument pathétique dans un costume bon marché et mal ajusté. Aurore portait un blazer noir sur mesure, d'une coupe impeccable. Théodore se mit à pleurnicher. « Étais-tu vraiment obligé de les laisser jeter ma mère en cellule ?» Aurore, sans même le regarder, répondit, « La police lui a passé les menottes parce qu'elle a enfreint la loi. Qui a jeté de l'eau glacée sur mon visage alors que je mourais avec une fièvre de 39,1 ?» Théodore balbutia, « Je pensais que tu faisais semblant. » Aurore jeta une petite clé USB sur la table en acajou et lança l'enregistrement de la caméra de bord, les 3 jours sans nourriture, le complot pour voler son acte de propriété. Un silence oppressant et suffocant remplit la pièce. L'avocate d'Aurore exposa les conditions. Un divorce par consentement mutuel accéléré. La renonciation légalement contraignante à toute réclamation financière sur le produit de la vente du Pentouse et le remboursement immédiat des fonds d'entreprise détournés. S'il refusait, les dossiers financiers seraient envoyés directement au bureau du procureur de la République pour des poursuites pénales. Théodore s'arracha les cheveux. Où suis-je censé trouver cet argent ? Mes comptes sont gelés. Pourquoi me détruis-tu ? Aurore le fixa d'un regard glacial. Tu as exigé que je contracte des prêts pour maintenir ton faux style de vie de riche. Tu as exigé que je finance le salon raté de ta sœur. Tu prévoyais d'installer tes parents parasites pour qu'ils vivent de mon salaire. Tu pensais vraiment que j'allais payer la note de ta vie misérable et pathétique pour toujours ? Eh bien, la facture est enfin arrivée et elle porte ton nom. Signe. Son propre avocat principal se pencha et murmura à Théodore que s'il portait le litige immobilier devant les tribunaux, il perdrait à 100%. Et les preuves de détournement de fonds lui garantiraient une peine de prison. Théodore leva les yeux, remplis de larmes, comme un chien battu. Aurore, on ne peut pas juste arranger ça ? Aurore reboucha doucement son stylo de marque. Le bruit ressembla à un coup de feu. Il signa chaque papier. Théodore fut contraint de vendre son SUV de luxe à perte et de faire mettre en gage tous les bijoux de sa mère pour une bouchée de pain dans une boutique de rachat d'or pour satisfaire partiellement sa dette envers son ancienne entreprise. Le fisc et l'État saisiraient violemment ses salaires pour le reste. Ils emménagèrent dans une caravane délabrée et pourrissante dans une ville minière morte de la Creuse. Les parents qui idolâtraient autrefois Théodore comme une réussite parisienne riaient maintenant dans son dos, le traitant de voleur d'entreprise que sa femme avait littéralement jeté à la poubelle. Yvonne tomba dans une dépression amère, et Henri passait ses journées à boire de la bière bon marché, lui hurlant de la fermer avant que la banque ne saisisse leurs conserves. Aurore ne remit jamais les pieds dans le marais. Utilisant une fraction de l'argent de la vente, elle loua un appartement ultra-luxueux dans une résidence de grande hauteur hautement sécurisée avec vue sur le parc Monceau. Le jour où elle reçut la notification numérique du tribunal des affaires familiales que son divorce était finalisé, elle sortit du cabinet d'avocat et son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu d'une autre région. Elle répondit. La voix rauque de Théodore parvint au haut-parleur. « Aurore, c'est moi. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne raccroche pas. Ma mère est malade. Mon père n'arrête pas de boire. Je travaille de nuit à décharger des palettes dans un entrepôt Amazon juste pour payer les saisies des impôts. J'ai été un parfait idiot. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne te demande pas de me reprendre. Juste, s'il te plaît, dis à tes avocats de baisser les saisies mensuelles sur les avoirs. Je suis en train de couler. Je n'ai même pas assez pour manger. » Aurore leva les yeux vers le ciel d'hiver glacial se reflétant sur les gratte-ciel de verre de Paris. Il était en train de couler. Il n'avait aucune idée de ce que signifiait vraiment se noyer. Haletant pour de l'air sur un parquet avec une pneumonie bilatérale pendant que votre mari enjambe votre corps mourant en vous disant de passer la serpillière avant leur retour. Toutes les saisies se poursuivront exactement comme le prévoit le tribunal, répondit-elle, articulant parfaitement chaque syllabe. Elle appuya sur le bouton rouge de fin d'appel et envoya le numéro directement dans sa liste de blocage.
Elle ne ressentait aucun ressentiment. La vraie vengeance, ce n'est pas de crier ou de faire des crises d'hystérie. C'est d'exécuter un blocus impeccable et impénétrable qui empêche les parasites de ramener ne serait-ce qu'une once de leur saleté dans votre vie. À ce moment précis, Théodore se tenait dans la cour gelée et sale d'un terrain de caravaning en décomposition. À travers la fenêtre fissurée et rafistolée au ruban adhésif, il pouvait entendre la toux rauque de sa mère et les bredouillements d'ivrogne de son père. À côté du grillage se trouvait son vieux sac de sport déchiré. Sa roulette cassée était gelée dans une épaisse flaque de glace brune. Ce n'est que maintenant qu'il réalisait que la porte ne lui avait pas été claquée au nez il y a 3 jours. C'était lui qui l'avait fermée lui-même à chaque fois qu'il volait de l'argent dans le portefeuille de sa femme, à chaque fois qu'il riait des insultes vicieuses de sa mère, et au moment où il avait laissé sa femme malade mourir sur le sol. Aurore retourna à son bureau, ouvrit le tiroir du bas de son bureau en acajou et y plaça en toute sécurité le jugement de divorce final. Niché au fond, dans un coin, se trouvait un petit reçu délavé d'un magasin de bricolage pour l'achat d'une boîte de sacs poubelles ultra résistants de 120 litres, les sacs exacts dans lesquels sa vie passée avait fini. Elle alluma sa déchiqueteuse à papier industriel et y laissa tomber le reçu. La machine se mit en marche, broyant le papier en une poussière méconnaissable, le mélangeant parfaitement avec le reste des déchets de l'entreprise. Destruction totale. Une notification de calendrier s'afficha sur son ordinateur portable, signalant sa prochaine réunion du conseil d'administration. Aurore attrapa son ordinateur portable et, d'un pas déterminé, se dirigea vers la salle de réunion de la direction. Elle avait nettoyé sa maison à fond sans laisser le moindre grain de poussière. Désormais, elle était la seule à détenir les clés de sa vie.